et je vous propose que l'on démarre et je donne du coup la parole à Damien. Bien, bonjour à tous, avec Aurore, on est ravis de vous accueillir, en tout cas pour ce webinaire, de le co-animer ensemble au nom du collectif Vacances. Alors on est très heureux de vous accueillir, effectivement. On parle du collectif, peut-être que vous ne connaissez pas bien ce collectif qui s'appelle Vacances Ensemble faisant vivre la solidarité. Euh, on est heureux de vous accueillir et votre participation, elle témoigne aussi de l'intérêt que vous partagez pour le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. C'est celui de l'accès effectif aux vacances pour toutes et tous, comme un levier essentiel de solidarité, d'action sociale et d'émancipation. On a compté à travers les 120 personnes qui se sont inscrites aujourd'hui que vous étiez issus de plus de 51 départements différents, ce qui montre aussi l'importance de notre action. Alors ce collectif, peut-être vous ne le connaissez pas, mais il rassemble différents acteurs associatifs et des citoyens qui sont engagés autour d'une conviction commune, c'est que les vacances ne sont pas un luxe, mais c'est un droit fondamental et un enjeu majeur de politique publique. Et c'est vrai que notre collectif, pour travailler ces enjeux-là, mais il agit à la fois comme un espace de réflexion, de mise en réseau, pour croiser les regards, croiser un peu les expériences de nos différents réseaux associatifs. Il agit aussi comme un espace de visibilité pour rendre compte des réalités qui sont vécues par celles et par ceux qui ne partent pas en vacances. Et puis comme un espace de plaidoyer afin d'interpeller les décideurs publics, notamment pour faire évoluer les politiques vacances. Ça a été quelquefois le cas en soutien à l'Agence nationale des chèques vacances, mais pas seulement. Voilà. Alors pourquoi ce webinaire aujourd'hui? Ce webinaire, il s'inscrit dans une série de temps forts déjà organisés par notre collectif pour approfondir notamment certains sujets. Alors ça a été le cas pour l'égalité femmes-hommes face aux vacances. Ça a été le cas aussi autour de la parentalité et des enjeux des vacances en famille. Ça a été le cas aussi autour de la place des enfants et des jeunes, ou encore sur le rôle des politiques publiques. Et c'est vrai que ce webinaire, il veut aussi aujourd'hui illustrer comment le sujet des vacances, il permet un accompagnement à la fois global et transversal des personnes qui sont rencontrées à travers ces projets vacances. Et c'est vrai qu'à l'heure où on a souvent des politiques publiques qui font état d'une forte segmentation, on voit et on va essayer de regarder peut-être aussi comment aujourd'hui le sujet des vacances, il peut être vecteur d'accompagnement global avec un fort impact sur les personnes. Aujourd'hui, on va souhaiter creuser la question des vacances des enfants, avec ou sans leurs parents, en croisant en fait trois regards complémentaires. Les politiques publiques, avec la vision de la CNAF qui nous fait la joie d'être avec nous aujourd'hui, on les en remercie. Avec quelque chose de plus analytique, des données et des analyses grâce à l'apport de Lovelege, qui interviendra du coup à l'occasion de ce webinaire, et puis aussi à des pratiques de terrain à travers des témoignages concrets d'acteurs et de bénéficiaires. Merci Damien. Alors moi je suis Aurore Perrin-Sada, je suis responsable du plaidoyer à JPA. On est ravis de co-animer avec Damien ce webinaire. Alors les enjeux portés par les projets vacances au cœur du plaidoyer du collectif, il y a une idée forte, c'est que les projets vacances produisent des impacts sociaux durables et bien au-delà du temps du séjour, ils agissent finalement notamment comme un levier de remobilisation en redonnant confiance, envie et des capacités d'agir des personnes parfois les plus éloignées de ces dispositifs classiques. Un vrai temps de répit indispensable pour les familles, les parents isolés et pour les enfants dans leur parcours de vie qui soit marqué par souvent de la contrainte et de la fatigue. C'est aussi un espace d'émancipation où l'on découvre l'ailleurs, l'altérité, la mixité sociale et on expérimente l'autonomie, le collectif et la citoyenneté. Alors, on a une ambition collective au sein de ce collectif vacances et notamment à travers ce webinaire qui a un double objectif. C'était d'abord de mieux comprendre finalement les politiques publiques et les données que l'on dispose sur le départ en vacances des enfants avec ou sans leurs parents et puis comment en pratique elles se répondent et puis de pouvoir aussi alimenter notre plaidoyer collectif
fondée sur des constats partagés, des chiffres solides et des expériences vécues pour renforcer notre action collective, puisqu'aujourd'hui, vous êtes nombreux, vous êtes pratiquement plus de 80. Donc, on est ravis de vous avoir avec nous. Et du coup, sans tarder, on rentre dans le vif du sujet. Hop. Alors, peut-être pour démarrer, un petit WooClap. Alors, je vous propose d'aller récupérer vos téléphones portables s'ils ne sont pas à côté de vous. Puisque l'idée, c'est de pouvoir sonder finalement sont vos attentes, mais quelle est votre vision des vacances aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est simple. Vous prenez votre téléphone portable et vous flashez le QR code. Puis, sinon, vous allez sur wooklab.com et puis vous tapez le code événement et normalement, vous devez voir euh, patienter, ça va démarrer. Il y a deux petites questions qui ne vont pas tarder. Voilà, vous êtes déjà 38, donc on attend 2-3 minutes. Ça va démarrer. Voilà, ça monte très très vite. C'est que c'est facile d'accès. Vous n'avez besoin de rien télécharger. Je vous rassure. Continuez à monter, c'est que ça se connecte à l'application. Surtout, vous la garderez ouverte à l'avant jusqu'à la fin de notre webinaire, puisqu'on en aura aussi besoin pour la fin du webinaire. Ça vous évitera de vous reconnecter. Voilà, je vois qu'on ne bouge plus. Et ben, je vous pose tout de suite la première question. C'est pour faire un nuage de mots. Donc, pour vous, en un mot, les vacances des enfants, c'est trois petits points à vous de vous exprimer. Alors, si vous faites une phrase, ça va être forcément plus long. C'est un nuage de mots, donc il faut pouvoir s'exprimer de manière courte et concise. Alors, c'est la socialisation, c'est rigoler, c'est indispensable, c'est un besoin, c'est un plaisir. Vous allez très vite. C'est la découverte. Alors, c'est indispensable, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, la liberté, l'aventure, le droit à l'éducation, les rencontres, c'est fun, c'est l'émancipation. Alors, revient en très gros la découverte, le plaisir, l'aventure, la joie, la liberté, la camaraderie, excusez-moi, la liberté, construction, c'est rencontrer des copains, le divertissement, c'est le vivre ensemble, l'éloignement, les nouveaux horizons. Ça bouge encore. Attention. C'est l'ouverture au monde, les sources d'épanouissement, ça je l'ai peut-être dit, de nouveaux horizons, les souvenirs. Alors je vous propose de... Ah, j'ai du mal à vous arrêter, vous êtes tellement expressif. Alors voilà, je vais vous proposer d'arrêter pour figer le nuage de mots. C'est l'éducation populaire, c'est sans les parents, c'est la nécessité, les souvenirs, le repos, l'expérimentation, l'aventure, la socialisation, l'ouverture au monde, le dépaysement, c'est vital. Et bien, du... merci beaucoup pour tous ces mots qui déjà préparent nos intervenants sur du coup votre vision finalement des vacances des enfants. Mais alors, prochaine question, attention, vos attentes aujourd'hui.
même si on vous a, pour certains, vous nous avez déjà donné quelques éléments. Mobiliser des informations, des solutions concrètes, des chiffres, donner envie, conseiller, rendre visible, plaidoyer, financement, que tous les enfants partent pour s'améliorer, convaincre, des informations, et bien, beaucoup de choses. S'améliorer, j'ai déjà dit, c'est que ça bouge. Valoriser les séjours, les financements pour accompagner, on vous en parlera. Les expérimentations, le décryptage. Et bien, du coup, je vous propose, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Damien, je te rends la parole. Oui, ben merci à tout le monde là, pour ces premiers mots qui nous permettent de rentrer tranquillement mais sûrement du coup dans le sujet. Et c'est vrai que quand on s'est penché du coup avec le collectif Vacances pour préparer la rencontre d'aujourd'hui, évidemment, ça nous paraissait tout naturel d'aller interroger un acteur public majeur qui vient être un partenaire sur le terrain, sur le soutien à ces projets vacances. Et je parle bien évidemment des CAF et du coup de la CNAF. Et donc on a la joie d'accueillir aujourd'hui Claire Fabre et Yamina Omrani qui voilà, nous en diront peut-être un peu plus sur leur mission, en tout cas qui font partie du pôle enfance, jeunesse et parentalité au niveau de la CNAF. On est ravis de les accueillir parce que effectivement on voit que le sujet des vacances, il est au cœur de l'action de nos différentes organisations, peut-être à des niveaux différents. On voit à travers cette première introduction que finalement, même si le sujet des vacances peut paraître un peu anecdotique, les effets et les enjeux qui sont soulevés par ce premier tour de table montrent qu'on touche finalement à des enjeux qui sont importants et qui dépassent très certainement, en tout cas, le sujet des vacances et qui vont rejoindre des enjeux majeurs que soutiennent du coup la CNAF. Donc on est ravis de vous accueillir. On va vous laisser peut-être le soin de vous présenter et puis de nous partager finalement comment cette invitation résonne au niveau de la CNAF, comment ce sujet des vacances aussi résonne et comment il se déploie peut-être à travers les politiques publiques que vous servez. Oui, bonjour à tous. Merci voilà, de nous avoir invités. Donc, je sais pas si Yamina, je te laisse peut-être te présenter en premier. Comme tu veux, pas de souci. Je suis Yamina Omrani, donc je suis responsable du pôle enfance, jeunesse, parentalité à la CNAF. Voilà, avec et tous les dispositifs enfance, tous les dispositifs jeunesse, parentalité également, la thématique vacances qui fait partie du. Voilà, et moi, je suis conseillère politique familiale et sociale au sein de ce pôle depuis quelques mois. Et donc, on est en binôme, on est deux collègues qui sommes co-référentes sur les politiques vacances, notamment, en tout cas parmi les thèmes qu'on aborde. Et donc, on va à la fois pour embarquer les notions de politique vacances enfants et famille. Donc notre vision aujourd'hui, elle va être plutôt, enfin, elle va embarquer les deux, c'est-à-dire que là, on a bien une thématique qui est sur les vacances des enfants, mais également avec le sous-titre important pour nous qui est avec ou sans les parents. Peut-être que ça va amener du débat, mais en tout cas, on va vous présenter là un ensemble de la politique de vacances de la branche famille dans son ensemble, en abordant d'abord voilà, les enjeux en fait historiques du soutien à la politique vacances par la CNAF et puis on reviendra plus en détail sur chacun des dispositifs. Alors, je ne sais pas C'est si moi qui Aurore... vous fais Voilà, passer les slides, donc j'attends votre go. bah, allez-y, vous pouvez y aller. J'enchaîne. Oui, vous pouvez enchaîner.
Ah oui, par contre, ça donne quelque chose peut-être de petit pour vous. Bah, l'idée pour le démarrage, c'est de situer que la politique vacances, en fait, c'est une politique qui est historique pour la branche famille. Enfin, c'est le nom qu'on donne donc à la CNAF, à la Caisse nationale des allocations familiales, avec une vision assez globale des vacances qui sont à la fois donc des temps d'épanouissement, de socialisation et de renforcement des liens familiaux. Les deux premiers sujets sont plus facilement apparus dans le WLAP, dans les mots que vous avez cités, et peut-être moins la notion de liens familiaux. Mais voilà, c'est des valeurs qui sont importantes dans la politique vacances pour la branche. Et puis c'est historique et plutôt intégré comme un des axes de l'accès aux loisirs porté par la branche. Donc, les objectifs de cette politique, ils sont globalement de soutenir la qualité des liens au sein de la famille en s'appuyant sur les vacances. Ça rejoint ce qui a été dit sur la dimension transverse de cette thématique-là. C'est aussi parce que ce sont des temps partagés. Alors, parfois, quand c'est les enfants seuls de leur côté, des temps de socialisation partagés avec d'autres, mais c'est aussi au sein de la famille, à certains moments, des temps hors du temps quotidien qui sont partagés entre les membres de la famille et qui permettent de renouer des liens autrement. Ça permet aussi ces temps-là de travailler sur la conciliation des temps de vie de la famille, mais aussi entre la vie familiale et la vie professionnelle. Et donc c'est là que ça s'intègre à la politique des temps d'accès aux loisirs et d'accompagner aussi donc, les enfants et les adolescents dans l'apprentissage de l'autonomie et notamment ben, du coup, au travers des séjours collectifs sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Et en termes de public, on est sur une politique publique qui est à la fois enfin, sur un principe qui s'adresse à tous, mais qui vise prioritairement les familles qui ne partent pas ou peu en vacances sans accompagnement ou sans soutien financier pour ce départ. On peut passer à la slide suivante. Et donc, d'une manière générale, les vacances, enfin, la politique vacances, elle s'appuie sur deux pieds. En fait, elle s'appuie à la fois sur un soutien financier apporté aux familles, hein, vraiment pour le financement du départ, mais aussi sur un accompagnement de ces familles-là. Donc, donc, il y a notamment des partenaires dont vous êtes qui accompagnent les familles. Ça peut être également des travailleurs sociaux et donc, on va combiner ces deux axes-là pour favoriser à la fois l'accès aux vacances et la réussite, en fait, un petit peu de ces expériences. Et on s'appuie sur un outil que la plupart d'entre vous devez déjà identifier, qui est VACAF. C'est un outil mutualisé au service des CAF, c'est-à-dire que les CAF gèrent des aides aux vacances et s'appuient sur une structure mutualisée qui permet pour tous les partenaires au niveau national d'avoir une vision globale et de sécuriser ne serait-ce que toute la gestion d'attribution de ces aides qui consiste globalement à mettre en place une forme de tiers payant pour éviter l'avance de frais par les familles, en plus de financer une partie du séjour. Voilà, je pourrais détailler si vous souhaitez. Merci du coup. Alors, dans l'ensemble, voilà, ça vous donne là, vous avez le panorama des dispositifs portés par la branche sur lesquels on va revenir un peu plus en détail. Il y a trois dispositifs d'aide au départ en vacances des familles un peu phares qui sont les aides aux vacances familiales, qu'on appelle couramment les AVF. Donc là, qui s'adressent d'une manière générale plutôt aux familles les plus autonomes, mais pour lesquelles le soutien va être principalement financier. L'aide aux vacances sociales pour lesquelles il va y avoir à la fois un accompagnement financier, mais aussi un accompagnement social pour favoriser la mobilisation de ces aides par ces familles-là, puisqu'on sait que le départ en vacances, les freins ne sont pas que d'ordre financier. On peut, voilà, il y a une notion d'autorisation à partir et d'arriver à se projeter et d'organiser de bout en bout ce séjour. Et puis, il y a également, depuis quelques années, une aide au transport. Qui répond aussi à l'augmentation des coûts des transports qu'on constate un petit peu partout. Donc, ces aides-là, elles passent par VACAF, dont j'ai parlé tout à l'heure, et la majorité des CAF passent par ce biais-là. On a un deuxième volet
je pense, dans la séance aujourd'hui, vous êtes nombreux à connaître, c'est l'aide aux vacances enfants, c'est l'AVE, qui là est plutôt des aides qui favorisent les départs en séjour de vacances collectifs, donc ce qu'on appelle couramment les colonies, donc des séjours qui peuvent être plus ou moins de courte ou longue durée, et avec la mise en place d'un catalogue de séjours. On reviendra plus en détail donc tout à l'heure. Et on a d'autres dispositifs qui sont peut-être moins bien connus. Un dispositif pour les structures de tourisme, en fait, des structures de vacances, qui s'appelle la prestation de services vacances et qui vise à encourager les structures de vacances à proposer un accueil attentionné aux familles qui sont accompagnées par les travailleurs sociaux, alors principalement par exemple dans le cadre de l'aide aux vacances sociales, mais voilà, c'est une prestation de service un peu dédiée. Et la nouveauté pour cette année, donc, c'est qu'il y a une expérimentation pour ouvrir cette prestation de service à l'accompagnement par les porteurs de projets qui accompagnent les familles. On y reviendra dans le détail tout à l'heure. On a aussi, en fait, au niveau des CAF, donc vous êtes certainement en lien direct avec la CAF à l'échelle locale. Donc, il y a des dispositifs locaux complémentaires des dispositifs nationaux qui existent. Et enfin, on a une aide qui est versée pour le compte de l'État dans le cadre de ce qu'on appelle le PASCO. Aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez demandé quelques chiffres. Vous êtes gâtés. Voilà, vous avez en fait en grande masse, donc ça ne parle pas forcément toujours, surtout quand on est au plus près des familles. Mais donc les aides aux vacances famille et aides aux vacances sociales, ça représente 57,6 millions du coup, de budget attribué par la branche famille. Les vacances enfants, c'est 14,9 millions. Et les aides au transport citées tout à l'heure, c'est 8,2 millions. Donc voilà, ça c'est au total, il y a 80 millions de fonds directement attribués par le biais de VACAF, donc, et qui relèvent du financement de la branche famille. Et le Pascolo, donc, qui est géré pour le compte de l'État, c'est un peu plus de 7 millions. Et la prestation de services vacances, c'est 260 000 euros, donc c'est beaucoup plus modeste. Voilà pour avoir une vision dans les grandes masses. Et donc, en fait, là, c'était cette slide un peu de transition avant de rentrer dans le détail des dispositifs. C'était pour resituer le fait qu'on considère que la politique vacances, en tout cas les vacances, sont un levier qui est plutôt transversal parce qu'il répond à un enjeu d'équité sociale, mais aussi territoriale pour que tout le monde ait accès aux vacances, quelles que soient ses conditions sociales et son lieu de résidence. Un enjeu éducatif parce que c'est aussi un accès à des dispositifs qui favorisent le développement de l'autonomie, des compétences sociales, du bien-être, que ce soit pour les enfants ou pour les familles. Et il y a un enjeu également de prévention de tout ce qui relève de l'isolement, de l'épuisement parental et des risques de rupture familiale. Donc ça, là, on voit que les vacances sont aussi un outil au service de la prévention. Et donc là, je vais passer la parole à Yamina, si tu... Voilà. Je remets le micro. Là, cette slide pour vous présenter la répartition pour 2026 des vacances enfants. Donc, comme vous l'a expliqué Claire, et donc, il y a une partie importante dédiée à l'AVE qui concerne donc uniquement les enfants, donc l'AVE nationale, hein, qui concerne les enfants de 6 à 17 ans pour les séjours compris entre 5 à 15 jours et pour des familles, pour une aide qui est conditionnée à des ressources avec notamment un quotient familial qui est compris entre 0 et 950 euros. Le montant de l'aide qui est proposé au niveau national pour l'AVE nationale correspond à 70% du coût des séjours dans la limite d'un plafond de 50 euros par jour. Évidemment, donc, possibilité d'ajustements locaux. Donc ça, c'est le socle national que la CNAF a proposé au réseau des CAF. Et évidemment, localement, chaque CAF a la possibilité d'ajuster cette aide nationale en proposant des dérogations ou des aides supplémentaires ou par exemple un nombre de séjours supplémentaires ou une tranche de quotient familial qui est supérieure. Donc ça, c'est à la main des CAF au niveau local et en fonction de sa politique locale d'action sociale. Donc pour 2026,
la branche famille hein, a souhaité renforcer sa politique d'aide aux vacances enfants en doublant hein, les dotations nationales. Hein. On passe de 20 à environ 40, à 38 millions exactement, environ 40 millions d'euros mobilisés pour cette année. Et pour permettre de toucher un nombre important de familles, un nombre important d'enfants, l'objectif est de permettre de faire partir davantage d'enfants en colonie. Évidemment, le contexte local, et vous en avez dû entendre parler, c'est la fin du dispositif colo apprenante qui impacte les opérateurs, qui impacte évidemment les familles et les enfants. Donc, l'idée est de ne pas refaire, hein, je précise là tout de suite, c'est pas refaire colo apprenante, c'est pas à notre main, mais nous, c'est plutôt on a un dispositif qui existe et l'idée est de renforcer ce dispositif pour permettre un petit peu aussi de compenser la perte, mais l'enjeu est vraiment de soutenir davantage de familles. Il existe aussi donc le dispositif Pascolo, donc c'est un dispositif qui est piloté par l'État, par la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, qui est un dispositif que vous connaissez bien évidemment localement, mais que je vous rappelle, donc qui ne mobilise que les enfants, les jeunes de 11 ans ou 12 ans, hein, en fonction du non-recours de l'année précédente de l'offre, et évidemment un dispositif soumis à un QF qui est différent d'une autre, qui a un QF supérieur, il y a 1 500 € maximum, avec une aide qui varie de 200 à 350 €. Ces deux aides sont cumulatives et l'année dernière, près de 30 000 enfants ont bénéficié de cette aide pour une aide moyenne environ de 244 €. Et en complément, évidemment, donc des aides locales pour des familles allocataires selon les critères et pour un montant défini donc, par chaque CAF. Donc, ce sont des aides définies par des politiques locales d'action sociale, donc à la main des administrateurs des CAF. Et slide suivante. Peut-être là pour vous présenter aussi, donc on réalise régulièrement des enquêtes allocataires pour essayer d'avoir voilà un retour des familles utilisatrices des aides aux vacances enfants. Majoritairement, hein, on retrouve ce que vous avez dit tout à l'heure dans le nuage de mots. Hein, les vacances permettent ces séjours collectifs pour apprendre à se débrouiller, découvrir, vivre des vacances avec les copains, participer à des activités. Ça, c'est ce qui est très riche et ce qu'on encourage. Mais évidemment, les freins au non-départ sont importants. Il n'y a pas que les motifs financiers. Il y a également voilà, des questions liées à l'inquiétude des parents sur les séjours, des questions aussi liées au refus de l'enfant à partir en vacances et des offres de séjour difficilement accessibles. Ces enquêtes aussi sont partagées hein, vous allez voir Lovelace tout à l'heure, mais voilà, partagées et qu'on retrouve dans d'autres études. La répartition pour 2025, alors là on est sur les vacances familiales, qui s'appuie sur le bilan hein, 2025 sur les séjours vacances. Près de plus de 100 000 familles ont bénéficié des aides aux vacances familiales, des familles habitant dans près de 90 départements, donc près de l'ensemble du territoire, avec un coût moyen de séjour de près de 900 € et une aide moyenne des CAF qui intervient à près de 53% du coût de séjour, donc près de la moitié du séjour est pris en charge par l'aide de la CAF. Il y a également aussi les aides aux vacances sociales qui touchent un peu moins de familles. Près de 4 000 familles ont pu en bénéficier pour des coûts de moyen de séjour, là pour le coup un petit peu plus important puisque ce sont des séjours qui sont bien souvent en demi-pension, en pension complète, donc avec un coût de séjour plus important et une aide moyenne des CAF qui est un peu plus important, qui tourne autour des 80%. Il y a également l'aide au transport, Claire vous en a parlé tout à l'heure, une aide assez récente hein, dans notre portefeuille de levier pour permettre aux familles de partir en vacances. Près de 50 000 familles ont pu bénéficier de cette aide au transport parce que évidemment il y a aussi l'aide, le coût du séjour, la prise en charge du coût du séjour, mais évidemment
également aussi toute la logistique qui peut être aussi un frein et qui peut être prise en charge dans le cadre de cette aide au transport, qui tourne autour, donc 31% des familles ont pu en bénéficier. L'aide est entre 100 et 200 euros. Et enfin, la prestation de services vacances qui permet d'accompagner des structures de vacances, des opérateurs de vacances qui accueillent des familles qui bénéficient notamment de l'aide aux vacances sociales. Et près de 1500 familles ont pu être accompagnées et bénéficier d'un accueil attentionné par ces structures. Parmi elles, évidemment, on a un nombre très, très important de familles monoparentales. Tu prends le relais, Claire? Oui, bah, c'est du coup de la même manière que pour les aides aux vacances enfants, on a également interrogé les familles dans le cadre de l'AVF. Et donc là, les motifs un petit peu de vacances sont différents. Ce qui apparaît, c'est qu'il y a un attrait pour la découverte d'une autre région, enfin d'une région de France. Donc vraiment l'aspect touristique et découverte. L'idée de partager des activités en famille et de passer du temps avec ses enfants, ce qui se rejoint, mais voilà, on sent que la dimension de partage au sein de la famille est importante. Alors sur les séjours, du coup, ils ont pu exprimer, les familles qui sont parties, on peut exprimer aussi des insatisfactions parfois sur l'accessibilité de la structure ou les animations, ou sur le montant des aides qui reste parfois insuffisant pour vraiment que les familles soient dans une situation plus confortable. Et donc, ça fait partie pour ceux qui ne sont pas partis en vacances malgré leur éligibilité à l'aide aux vacances famille. L'idée, c'est que les séjours qui sont proposés ne correspondaient pas à leurs attentes. Donc, pour 18% d'entre eux, l'absence de moyens de transport, les transports trop chers, en fait, ça reste un frein majeur à l'accès aux vacances. Des démarches qui paraissent encore trop compliquées. Et donc là, c'est là où voilà, on sent le besoin d'un accompagnement, y compris sur des aspects plus administratifs. Euh, une difficulté aussi à anticiper les séjours plusieurs mois à l'avance, puisque ça fait partie des contraintes pour pouvoir avoir accès à ces vacances-là, et des coûts de vacances qui restent très élevés. Et ça, c'est le motif principal de non-départ en vacances parmi les allocataires interrogés. Donc là, de la même manière, avant de transiter sur le détail de la prestation de service de vacances, c'était aussi intéressant de savoir, de connaître un peu plus en détail les motivations des partenaires de VACAF, du coup plutôt structures de tourisme, pour adhérer en fait au dispositif VACAF. Donc, l'enjeu qu'ils ont identifié ou leur motivation, c'est de permettre de la mixité sociale au sein de leur structure, de faire connaître leur territoire, également d'avoir de nouveaux clients, d'optimiser leur taux de remplissage, donc de manière assez pragmatique, et de contribuer au départ en vacances. Ça reste la motivation principale. Donc voilà, on sent qu'il y a, même s'il y a des enjeux très, très économiques, aussi un attrait, un souhait en fait de s'engager au profit du départ en vacances des familles. Et donc là, je vais vous présenter plus en détail sur la slide suivante. La prestation de service vacances. Donc, ça, c'est pour revenir un peu plus en détail parce que certains d'entre vous ont pu, à certains moments, être concernés ou accompagner des familles qui ont bénéficié de cette prestation de service. Donc, comme je le disais tout à l'heure, et Yamina l'a rappelé, donc c'est le départ c'est l'idée de permettre un accueil attentionné dans lequel, en fait, on s'appuie sur un triptyque pour accueillir les vacances. Initialement, en fait, la CAF, elle repère des familles qui ont besoin d'un accompagnement pour leur départ en vacances, et donc elle va les orienter un travailleur social de la CAF ou vers un porteur de projet qui, lui, accompagne les familles. Alors, le repérage peut se faire aussi par une des structures d'accompagnement, bien sûr. Et donc, là, la CAF va plutôt avoir un rôle un peu d'orientation et d'apport financier à la famille. Le porteur de projet ou le travailleur social, il va accompagner la famille de bout en bout de son côté, de la préparation de séjour jusqu'à l'accès au lieu du séjour. Et la structure de vacances labellisée qui bénéficie de la prestation de service vacances, elle va s'engager
alors, d'une part, avoir à désigner un référent pour que le professionnel qui accompagne la famille, le travailleur social, et la famille après sur place, identifie une personne relais, une personne ressource pour poser ses questions en amont, sécuriser le plus possible l'accès au séjour et voire même gagner un petit peu en repère au moment de l'arrivée sur le lieu. Et elle peut s'engager à des offres un petit peu complémentaires pour continuer à lever des freins. Donc, une offre de service possible, c'est notamment le transport, par exemple l'acheminement entre la gare et le lieu de séjour. Aller-retour, donc ça permet pour les personnes qui ne sont pas véhiculées d'accéder à des lieux qui parfois sont difficilement accessibles autrement, à partir de transports en commun. Elle va pouvoir proposer au moins une activité du coup qui va être financée indirectement par la prestation de services vacances, mais une activité qui va être à l'extérieur du camping. On va parler du canyoning, d'une activité, ça peut être de l'escalade, ça peut être voilà, une activité qui va être complémentaire du temps de vacances. Et pour les familles qui ont un membre en situation de handicap, elles vont pouvoir proposer une offre de service permettant un répit, un temps de répit pour la famille, soit en proposant un temps où il va y avoir un professionnel qui va s'occuper de la personne en situation de handicap de manière à ce que le reste de la famille puisse aller ailleurs, enfin, voilà, sur des activités qui ne pourraient pas être possibles avec la personne en situation de handicap, ou à l'inverse, organiser des activités en accompagnant la personne en situation de handicap avec la famille pour favoriser en fait la réussite de cette activité ou de ce temps. Et donc là, il y a voilà, le financement, il est découpé en financement socle avec la désignation d'un référent et des aides complémentaires. Euh, la nouveauté cette année, qui a noté, et je pense qu'il va vous parler, c'est que pour l'objectif, le conseil d'administration de la CNAF a décidé d'ouvrir cette prestation de service à titre expérimental aux structures d'accompagnement. Il y a plusieurs têtes de réseau nationales qui se sont engagées dans l'expérimentation ou des CAF qui ont mobilisé des porteurs de projets au niveau local. L'idée, c'est que l'accompagnement enfin, que les bénéficiaires du soutien financier de la branche famille soient les structures qui accompagnent les familles de bout en bout et que après c'est complémentaire des aides aux vacances qui peuvent être l'AVF, l'AVS, mais qu'on puisse avoir un financement de ce type-là, puisqu'aujourd'hui, la branche ne finance pas à l'échelle nationale les structures d'accompagnement. C'est essentiellement des fonds à la main de chacune des CAF. Donc pour le moment, il n'y a pas de vision d'une politique nationale du financement de l'accompagnement par les structures. Et donc voilà, c'est un premier pas. Et on va voir l'expérimentation commence tout juste. Et on espère pouvoir apporter des conclusions intéressantes pour abonder dans ce sens-là et que ça soit le début d'une nouvelle politique, une nouvelle orientation de la branche. Donc là, c'était vraiment, voilà, ce qu'on vous a décrit, c'était le détail de l'offre de service, enfin de tout ce qui relève des soutiens aux vacances. Et après, le soutien aux vacances, il peut être un peu plus diversifié. Donc là, ça fait un petit peu catalogue, mais c'était l'idée que vous ayez vraiment un panorama complet de la manière dont s'activent les soutiens aux gestionnaires de vacances notamment. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, il y a notamment trois possibilités qui sont plutôt déployées après au niveau de chacune des CAF. Donc, en fait, il y a une politique qui permet d'encourager les collectivités territoriales à financer les séjours enfants aux jeunesses. Et donc, c'est un bonus financier dans le cadre des conventions territoriales globales qui sont signées entre la CAF et les collectivités. Et donc, dans cette convention, si des collectivités souhaitent organiser des séjours, voilà, elles sont encouragées à le faire avec un bonus financier. Donc, ça, c'est une des aides possibles. Il y a une autre prestation de service qui s'appelle la prestation de service ordinaire. Et donc là, on est plutôt dans les séjours organisés par les accueils de loisirs et les accueils plus à la marge du scoutisme et des jeunes, de certains projets de jeunes, donc sur des temps péri extrascolaires. Donc là, on est sur l'idée qu'on n'est pas dans des colos comme on a décrit tout à l'heure, mais plutôt sur des séjours qui ont l'appellation d'accessoires. Donc là, il y a cette prestation de service qui les soutient.
Et enfin, on a un autre dispositif qui s'appelle le Fonds public et territoire, qui, dans le cadre, est défini à l'échelle nationale, mais ensuite qui se décline par appel à projets locaux. Et donc, il y a un axe dans ce Fonds public et territoire qui est l'engagement et la participation des jeunes et des enfants, avec un volet dédié au soutien aux projets adolescents. Et ça permet de financer des séjours, alors plutôt pour les ados, voilà, 12-17 ans, avec des projets à initiative des jeunes eux-mêmes. Donc, c'est dans ces autres formes de soutien, bah, vous voyez qu'il y a une articulation entre des fonds nationaux, des politiques pensées au niveau national et des soutiens sur fonds locaux des CAF, là, qui vont dépendre des politiques de chacun des conseils d'administration des CAF. Donc, c'est important, voilà, de les situer. On a mis un exemple, c'est à Ville-Vie Vacances, les quartiers d'été où il y avait un financement que vous identifiez peut-être, qui était alloué à l'échelle des CAF, mais plus spécifiquement, vous allez observer qu'il y a des aides financières qui sont attribuées d'une part à des partenaires, enfin parmi vous, pour accompagner les familles avec des compléments du type épargne bonifiée ou des bons ou des chèques vacances. Voilà, on va articuler en fait les aides de cette manière-là avec parfois dans ces fonds locaux, en fonction du diagnostic territorial, on va bonifier en fait certains financements pour certaines catégories de familles, notamment les familles en situation de handicap ou les familles monoparentales, qui vont répondre à des priorités des politiques publiques et des situations plus délicates au niveau local. Et au niveau national, ben là, c'est plutôt de l'ordre de la structuration du fonctionnement de la branche famille. On- la CNAF, la branche soutient les associations nationales, les CAF, les associations locales. Donc, en fait, finalement, sur du socle, mais parmi les associations soutenues, il y a plusieurs associations qui sont spécialisées ou organisatrices, en tout cas, de séjours de vacances et qui sont partie prenante, par exemple, du collectif pour mener à bien ces projets. Et on participe du coup à la réalisation d'études, d'évaluation, ou de partage d'expériences, notamment sur les politiques vacances. Et enfin, Ah, pardon. oui, Je ouais. suis allée trop vite? Non, non, très bien, très Ah bien. bah voilà. Du coup, bah, ça c'est pour citer, parce qu'on a les partenaires locaux, enfin les partenaires locaux, nationaux et associatifs, mais il y a aussi des partenariats institutionnels. On les a pas détaillés complètement ici, mais là on s'arrête juste spécifiquement sur le partenariat avec l'Agence nationale des chèques vacances, avec lequel on a un partenariat maintenant depuis quelques années pour favoriser le départ en vacances et notre coordination. Et entre autres, dans les outils déployés en commun qui peuvent, à mon avis, être utiles à chacun d'entre vous, il y a un nouveau portail qui s'appelle Aide Vacances Info, dans lesquels sont répertoriés par profil l'ensemble des aides au départ en vacances de toutes les institutions partenaires, dont la CNAF, mais aussi l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la CNSA, la délégation pauvreté. Voilà, on a un peu rassemblé au sein d'un portail l'ensemble des aides pour favoriser l'accès à l'information des familles, mais principalement des intermédiaires, des accompagnateurs, des structures comme vous qui peuvent conseiller les familles. Ah, Yamina, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Déjà, peut-être oui, peut-être répondre aussi à quelques questionnements dans le chat. Effectivement, hein, vous avez bien identifié que on regarde du nombre d'enfants, on regarde du nombre d'enfants éligibles et réellement, concrètement, le nombre d'enfants qui partent. L'écart est vraiment important. Et nous, vraiment, notre ambition, et c'est aussi pour ça qu'on a ce temps d'échange, pour faire la promotion de ces dispositifs et tout ce que on essaie de mettre en place pour permettre que ces enfants puissent bénéficier de ce séjour, que ces familles puissent partir. C'est vraiment notre ambition qui est clairement affichée. Effectivement, sur du long terme, on souhaiterait que ce taux de recours puisse être le plus important possible. Donc, voilà. Alors, merci à vous deux pour cette présentation. Alors, effectivement, on a quelques questions. Yamina, vous en avez répondu sur quelques-unes dans le chat.
La première question, quand vous avez parlé du pass colo, c'était mais pourquoi 11 ans? C'est un dispositif de l'État, ça. Pour le coup, nous, on est seulement, c'est 11 ans. Alors, peut-être je peux me permettre d'apporter quelques compléments sur le pass colo, puisque JPA l'a porté depuis très longtemps. Dès 2019, on a réclamé la mise en œuvre d'un pass qui deviendra en 2023, à l'annonce d'Aurore Berger, à l'époque ministre des Solidarités, le pass colo. Pourquoi 11 ans? Parce que c'est l'âge où on a le plus d'enfants qui partent en colo. Les chiffres de l'INGEP le montre chaque année. C'est la moyenne d'âge où on a le plus de nombre d'enfants qui partent et c'est aussi la barrière, l'âge, j'allais dire, charnière entre finalement le la primaire et le collège, et c'est ce qu'on appelle entre nous les grandes mobilités où finalement les enfants vont être plus libres, où du coup les parents se peuvent se dire, et en tout cas c'est ce que disent ce qu'on pressent derrière les chiffres, hein, c'est que les parents se disent bah, mon enfant, je peux le laisser partir en colo, je peux le laisser partir en dehors de la maison, ça va aller. On a une question de Franck Dubois dans le chat. Alors, je vais vous la lire parce que, pour ne pas être corché, 3,5 millions d'enfants éligibles et autour de 100 000 bénéficiaires. Cet écart est considérable. Y a-t-il des projets d'augmenter, y a-t-il des projets d'augmenter le nombre de départs, même si cela s'étalera dans le temps? Voilà. Non. Mais ce que je disais tout à l'heure par rapport au taux de recours qui est vraiment très bas, mais vraiment très, très, très bas. Et on suit ce taux, on suit vraiment de très près puisqu'on fait, on fait des extractions sur nos bases allocataires, sur le nombre d'enfants éligibles, avec en fonction des quotients familiaux, puisqu'on a la capacité à récupérer ces données, et le nombre d'enfants qui partent, qui part et qui pourrait partir. Donc, on suit ces données et notre objectif, c'est vraiment affiché, hein, il y a vraiment affiché cette fait, d'augmenter ce taux de recours. Donc, sur les années qui vont arriver, donc oui, on a vraiment l'ambition de, de, de permettre à des enfants, à davantage d'enfants de partir. Ça, c'est clairement affiché. Et le fait d'avoir doublé pour 2026 et 2027 les moyens alloués, hein, pour permettre aux familles de bénéficier de ces aides, c'est aussi voilà, c'est un signe qui est très, très encourageant pour nous. Et puis, alors, on a une question d'un travailleur social, j'imagine, qui disait, mais du coup, concrètement, comment est-ce qu'on peut finalement accompagner les projets des vacances? Et là, j'imagine que c'est Myriam ou Laurence qui vont nous donner quelques illustrations à la suite. Et puis, vous avez précisé aussi dans le chat, mais je le redis au cas où parce que ça me semble important de préciser que les CAF, vous l'avez redit, n'interviennent pas dans le cadre des projets des classes de découverte. Est-ce Ça qu'il y se a déroule sur du temps scolaire, en fait. C'est ça aussi, en fait, les aides des CAF interviennent sur du temps hors scolaire, toujours sur des temps liés aux vacances scolaires, pas sur des temps scolaires. Alors, du coup, on a une deuxième partie de Franck Dubois qui était, mais prévoyez-vous une augmentation des fonds alors que certains territoires sur les fonds dédiés sont déjà bien vite utilisés? Ouais, oui, ce que je disais, donc nous, on a doublé les dotations pour cette année, 2026 et 2027. On a sanctuarisé pour 2027. Voilà, en passant, bah, pour les vacances enfants, hein, en passant de 20 à 38 millions d'euros pour chaque année. Ouais, c'est un grand pas en avant. Évidemment, c'est pas assez, on sait bien. Mais déjà, l'objectif affiché clairement, c'est que ces dotations annuelles soient totalement consommées pour cette année. C'est aussi voilà, c'est un véritable enjeu. Aujourd'hui, voilà, on suit de près l'utilisation et la consommation de cette enveloppe. Voilà, on espère qu'elle soit à 100% et c'est pas gagné. C'est pas Et donc, gagné, mais c'est vraiment une ambition. du coup, si je comprends tout, Yamina, sur, sur l'aide aux vacances enfants, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que faut pas que les organisateurs hésitent, ou en tout cas et les travailleurs sociaux, à consommer et à faire appel à la VE, et que s'ils ont des Tout à fait. difficultés, est-ce qu'ils peuvent se tourner vers leur CAF ou c'est vers VACAF? Alors, c'est VACAF.
De toute façon, les familles sont notifiées, donc elles ont des notifications. Après, les CAF, lorsqu'elles ont utilisé leur dotation locale, je vous explique aussi la règle et l'organisation. Les CAF, donc elles ont leur dotation locale. Lorsqu'elles ont consommé leur dotation locale, elles font remonter nationale, donc à la CNAF. Elles sollicitent des compléments de financement et donc voilà. Et c'est un droit de tirage qu'on fait jusqu'à l'épuisement total de la consommation du budget alloué. Aujourd'hui, on est encore loin, il y a encore de la marge de manœuvre. Donc, allez-y, faites la promotion, encouragez les familles à aller sur le portail VACAF directement. En fait, c'est les familles qui font les démarches et les organisateurs qui accompagnent du coup les inscriptions. C'est vraiment alors, ça. Du coup, on a une nouvelle question de Charlotte. Quelle communication y a-t-il autour de toutes ces aides? Je découvre la plupart de ces dispositifs, donc les familles doivent pas non plus les connaître. Et c'est un vrai sujet, la communication, et c'est d'accompagner la promotion. Ce webinaire, hein, c'est vraiment ça, on compte sur vous pour faire la promotion. Les familles, déjà, elles sont notifiées indirectement, donc elles reçoivent un courrier sur leur compte allocataire, donc déjà en direct. Les CAF communiquent en direct en direction des familles. Les familles, on les encourage, donc un courrier, effectivement, il y a des familles qui ne font pas attention à tout ce qu'elles reçoivent. On a fait une campagne de relance. Il y a des campagnes de relance, comme pour le Pascolo. Aussi, pour voilà, une petite piqûre de rappel, n'oubliez pas, regardez. Donc ça, c'est direct et c'est automatique en direction des allocataires sur leur compte allocataire si elles sont éligibles. Ensuite, on a fait la promotion, il y a eu des communiqués de presse, on fait la promotion sur le CAF.fr, c'est quand même un site important. Il y a des actus. Là encore, hier, ce week-end, il y a une actu en direction des partenaires, sur les pages partenaires de ces dispositifs. VACAF, de son côté, fait également la promotion de toutes les aides et tous les dispositifs. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a une combinaison. Il y a une combinaison entre les familles, en fait, ont besoin de connaître spécifiquement les droits qui leur sont ouverts. Et donc là, la notification, elle vise ça, en fait, vraiment que chaque famille reçoive la bonne information les concernant sur l'ouverture aux droits. Et le rôle des partenaires, c'est vraiment, prouve le coup, justement, de traduire ou d'encourager, de soutenir les familles pour qu'elles se disent, au-delà du fait qu'elles ont un droit et puis elles le laissent passer, après, il faut les accompagner pour qu'elles arrivent à le mobiliser parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'information. Après, il faut arriver à s'en saisir. Et c'est là où le rôle de l'accompagnement est clé. Alors, du coup, ça développe quelques nouvelles questions. Alors, hop, hop, hop. Alors, du coup, on nous pose la question, ce complément sur les CAF arrive à quelle période? Alors là, du coup, peut-être nous en dire un peu plus, Bertrand, sur votre question, parce que je suis pas sûre qu'on ait. Parce que c'est lié Yamina disait qu'il pouvait y avoir des demandes d'enveloppes complémentaires par les CAF. Ah oui. Je pense que ça doit être lié. Donc, ça dépend de la période de demande de la CAF elle-même. C'est ça, exactement. Donc, du coup, faut se tourner vers la CAF, vers sa CAF départementale. En fait, c'est la CAF, ça, c'est la gestion CAF, hein, c'est la gestion interne de CAF, entre la CAF et la CNAF. Elle ne communique pas la CAF sur son taux de consommation, c'est pas du tout ça. C'est allez-y, c'est directement les familles, c'est la porte d'entrée, c'est la CAF. Hein. Ça veut dire que, excusez-moi, j'interviens. Ça veut dire qu'il ne faut pas, en tout cas, s'arrêter, en tout cas, à une notification de refus, et que du coup, le rôle des associations, ça peut être de réinterpeller potentiellement derrière les CAF pour faire valoir et appuyer justement ces compléments que vous aviez évoqués. Quand vous dites notification de refus, c'est peut-être que ça me perturbe un petit peu. Les familles reçoivent des notifications de droit en disant vous êtes éligible et vous avez X euros pour X enfants, pour les enfants. C'est plutôt dans ce sens-là. Il n'y a pas de notification de refus. C'est ça. Non, c'est vrai que les témoignages qu'on peut avoir parfois donnent à voir que si les droits sont sollicités trop tard, on peut être confronté à un épuisement, en tout cas, des fonds des CAF départementales, et en tout cas à une impossibilité de faire valoir les droits. Donc, j'entendais en tout cas vos propos comme étant si les droits ne peuvent pas être sollicités, si les CAF font face à un certain nombre de demandes, elles peuvent solliciter un fonds complémentaire et à ce moment-là pouvoir répondre à ces droits. On est bien. C'est ça. Les pratiques précédentes, les années précédentes, c'était ça, effectivement. Au bout de, je dirais peut-être à partir de l'année du mois de mai, juin, là, les CAF ont
utiliser toute leur consommation, elles ont toute leur dotation et toute nouvelle demande se voit notifiée par, voilà, il n'y a pas de, il y a plus de, il y a plus de, il y a plus de possibilité d'accorder une aide. Et tandis que, donc voilà, là, on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, on n'a pas du tout ce profil, du tout dans le réseau. Ok. Alors, Parce qu'on est peu- une année un peu exceptionnelle. Oui. peut-être pour compléter, d'après ce que moi j'avais saisi de la nouvelle aide AVE, c'est que du coup les familles sont notifiées aujourd'hui et c'est bien l'organisateur qui vient, quand il est conventionné avec VACAF évidemment, saisir les droits de la famille. Et du coup ça me permet d'enchaîner avec la question de Pauline de la Fédération Générale des PEP qui nous dit la prise en compte des différentes aides possibles, exemple Pascolo, bourse solidarité dans la base de calcul de la VE diminue la prise en charge de la CAF, notamment pour les quotients familiaux les plus bas. Est-il prévu de modifier l'ordre de prise en compte? Peut-être qu'il faut, peut-être peut-on repréciser dans quel ordre finalement les aides aux vacances elles sont organisées, elles sont prises en compte, elles doivent être prises en compte. Je sais pas si j'ai été claire. Du coup, là, c'est VACAF qui gère, hein, qui a la gestion. Pour moi, c'est Pascolo en premier et l'AVE vient en dernier, vient en complémentaire. Ouais. Les bourses, en fait, tous les dispositifs qui existent, mais il n'y a pas d'ordre, voilà, de mémoire, non, les CAF, non, c'est l'AVE vient en dernier. Ouais. Alors, Damien, tu me dis si on dépasse le temps, parce qu'on a encore des questions et je pense que... Hop. Donc, je pense qu'on doit passer à la suite, c'est ça, Damien? Et oui, oui, malheureusement, malheureusement, le temps file. Alors, je garde les questions pour après, euh, mais je sais que Yamina et Claire pourront répondre dans le chat si elles ont les éléments de réponse. Et du coup, je donne la parole à Lydia Thierry, chargée de mission de Lovelège, qui est l'Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes, euh, pour nous présenter un peu finalement en chiffres les vacances des enfants de 5 à 19 ans. Lydia, je te laisse peut-être te présenter et nous en dire peut-être un peu plus sur l'Observatoire et les derniers chiffres. Ouais, merci beaucoup, Aurore. Merci à tous pour cette invitation. Effectivement, donc je suis Lydia Thierus, Louvelège. Donc Louvelège, peut-être si vous pouvez peut-être passer la slide d'après, j'ai fait quelques informations pour présenter un peu l'observatoire. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, l'Observatoire existe depuis un peu plus de 25 ans. Il a été créé en 1999, en partie par JPA et l'UNAT, et aussi l'UFCV, mais aujourd'hui, il est coporté donc, par l'UNAT et la JPA. Donc, c'est un observatoire qui a un statut associatif, qui est notamment aussi coprésidé par deux chercheurs, Bertrand Réau, professeur au CNAM, et Stéphanie Ruby, professeure à l'Université Paris-Cité. Cette structure se donne deux missions, donc c'est de collecter de la donnée, que ce soit statistique et sociologique, sur un périmètre très précis qui est les loisirs et les vacances collectives des mineurs, donc des enfants âgés de 5 à 18 ans. Pour ce faire, on a plusieurs canaux de diffusion. Vraiment, l'idée, c'est de rendre accessible au plus grand public cette donnée-là. Donc, on a notre site internet où on met en ligne nos bulletins, nos études, que vous pouvez consulter gratuitement en open source. Et aussi, donc peut-être pour repréciser sur le type de données qu'on collecte, en fait, on a trois types de formats d'études, je vais dire. Le premier, en fait, on fait un suivi conjoncturel sur lequel on s'appuie sur les données notamment mises en ligne par l'INJEP pour faire un suivi conjoncturel sur la fréquentation des séjours collectifs, des accueils de loisirs sans hébergement et aussi sur les données du BAFA et du BAFD. Donc ça, c'est un premier volet de l'OVLEG. Le deuxième volet, c'est on fait des études qu'on mène de manière ponctuelle sur des sujets, des problématiques qui nous sont remontées du terrain. Du terrain, c'est des acteurs qu'on va rencontrer sur les territoires pour justement identifier quelles sont les nouvelles problématiques sur lesquelles il manque de la donnée. Et l'OVLEG se saisit de ces sujets pour justement actualiser des données ou aller explorer un nouveau champ enfin, un nouveau angle d'analyse qui n'aura pas été étudié jusqu'alors. Ça, c'est le deuxième volet. Et le troisième, sur lequel je vais vous présenter là
enfin, dont sont issues les données, c'est notre baromètre. En fait, depuis 2019, l'Oblège s'est associé au CREDOC, donc un institut d'études et de recherche. Donc, le CREDOC mène tous les ans une enquête qui s'appelle Conditions. Ah non, ouais, Alors, c'est pas voilà. ça? Faut que je revienne en Oui, oui, arrière? oui, non, mais oui, ça marche. Non, mais c'est bon, ça va bien. Donc, conditions de vie, aspiration. Donc, c'est une enquête qui est menée tous les ans. Mais nous, le Vlège, on s'est greffé à cette enquête-là une fois, enfin, uniquement une fois tous les 2 ans. Et on a commencé à faire en 2019. Donc, du coup, on a déjà 3 vagues, donc 2019, 2021 et 2023, où on pose une série de questions, donc quelques questions sur les vacances, les séjours collectifs et les loisirs collectifs des enfants. Là, on est plutôt sur une tranche d'âge de 5-19 ans. Et donc, du coup, là, moi, je vais vous présenter les données de 2023 parce que celles de 2025, elles seront disponibles dans un mois. Donc, il y a un webinaire qu'on va lancer, donc j'en parlerai à la fin. Mais là, pour le moment, je vous présente que les données 2025 et que sur le champ des vacances. Comme je vous le disais, le baromètre, on pose des questions sur les vacances, les séjours collectifs et les loisirs collectifs. Donc là, je me suis vraiment juste centrée sur les vacances, mais vous pourrez avoir accès à ces données-là, enfin, sur les séjours collectifs et les loisirs collectifs dans les bulletins qui sont sur notre site internet. Donc ça, c'est pour avoir quelques chiffres sur cette étude. Donc c'est quand même une étude robuste. On se base sur un peu plus de 3000 individus qui ont été interrogés, donc 664 parents qui portent sur 1069 enfants au total. Donc c'est quand même un échantillon qui nous permet de pouvoir justement caractériser qui sont ces enfants qui partent et ne partent pas aussi en vacances. C'est un peu l'intérêt aussi sur lequel on s'est associé au CREDOC parce que leurs enquêtes, ils le font sur un échantillon français, mais de parents, mais aussi de parents qui envoient ou pas leur enfant en vacances ou en séjour collectif et d'aller questionner sur les parents qui envoient pas leur enfant en vacances ou en séjour collectif, pourquoi ils ne partent pas en vacances. Donc, on verra après la question des freins au départ en vacances. Donc, maintenant, vous pouvez passer la slide pour en venir aux chiffres. Alors, donc là, sur les chiffres donc 2023, on apprend que 62% donc, des enfants sont partis en vacances en 2023. Quand je dis vacances, c'est vraiment le terme au sens de l'OMT. Donc, ce sont des séjours avec donc d'au moins 4 nuits. Voilà. Maintenant, si on regarde sur les séjours en deçà de 4 nuits, nous, ce qu'on appelle les séjours courts, on voit qu'on a 36% donc des jeunes âgés de 5 à 19 ans qui sont partis en séjour court. Et après, si on regarde maintenant ceux qui cumulent départ en vacances et séjour court, on voit qu'il y en a 30% qui ont cumulé les deux. Si on regarde uniquement ceux qui sont partis en vacances, au sens donc de au minimum 4 nuits, on en a 31%. Ceux qui sont partis uniquement en séjour court, 6%. Ça nous permet de dire qu'il y a 64% des enfants qui sont partis donc dans des séjours vacances, que ce soit vacances ou court séjour. Mais ce qui est aussi important à noter, c'est que ça veut dire qu'on a 33% des enfants, c'est-à-dire environ plus de 4 millions d'enfants en 2023 qui sont pas partis en vacances. Voilà. Est-ce que tu peux passer la slide d'à côté? Alors non, plutôt c'est celle d'après. Je vais revenir plutôt sur celle-ci après. Alors non, encore d'après. Oui, voilà. Sur maintenant les formes de départ en vacances. Donc nous, dans notre enquête, dans ce baromètre, on a posé un peu la question avec qui les enfants partent en vacances. Et en fait, il y a une grande majorité, c'est un peu la norme. La plupart des enfants, donc là, pour 2023, 81% des enfants partent en vacances avec leurs parents. Si on regarde maintenant les séjours en vacances hors parents, on voit qu'il y a 32% des enfants qui sont partis avec d'autres membres de la famille, mais sans les parents. En troisième position, on a 24% des enfants, donc des 5-19 ans, qui sont partis en séjour collectif. Si on regarde peut-être un peu plus dans le détail sur les séjours collectifs, je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir à l'écran, on a 12% donc de ces séjours collectifs qui concernent des colonies de vacances, des centres de vacances. Ensuite, 10%, c'est plutôt des mini-camps, des accessoires aux accueils de loisirs. Et ensuite, pour 7%, on a des séjours linguistiques, sportifs ou musicaux. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que dans cette enquête, on apprend aussi que les enfants sont partis plusieurs fois. On a 69% des enfants qui sont partis en vacances
plusieurs fois en 2023. Si vous voulez le détail, on en a 26% qui sont partis 2 fois, 14% 3 fois et 29% qui sont partis au moins 4 fois. Ça, c'est pour vacances et séjours courts englobés. Si on regarde maintenant ceux qui sont partis exclusivement avec leurs parents pendant les vacances, euh, on- vraiment exclusivement qu'avec leurs parents, on a depuis 2019, on voit une augmentation de plus de 9 points. Mais au contraire, ceux qui sont partis en vacances uniquement sans leurs parents, là, on voit une diminution de 4 points entre 2019 et 2023. Ce que je voulais aussi dire sur les départs en vacances qu'on voyait sur la première slide, les 62%, on voit qu'il y a une augmentation, enfin depuis 2019, on voit qu'il y a une augmentation. Alors, on peut se réjouir de cette augmentation, mais pour autant, cette augmentation est simplement due à un effet de rattrapage suite à la crise Covid. Parce que avant la crise Covid, on était à 64% de taux de départ en vacances. Donc là, cette année, on est à 62%. On ne rattrape pas encore le niveau d'avant Covid. Et là, la question qui se pose, est-ce qu'avec les nouvelles données en 2025, cette année-là, le taux de départ, enfin, on va pouvoir dépasser le... Bon, moi, je le sais, mais je vous invite à vous inscrire à notre webinaire pour le savoir. Mais vraiment, c'est vraiment voilà, de savoir comment se comportent les taux de départ des enfants sur les vacances sur les dernières années. Ensuite, si vous pouvez, tu peux passer la slide du coup d'avant sur les inégalités, parce que c'est aussi, en fait, on a aussi creusé la question des profils, des caractéristiques des enfants qui partent en vacances, un peu pour justement soulever cette question de l'inégalité d'accès, enfin, d'accès aux vacances pour les enfants. Alors là, ce qu'on voit, c'est que, sans grande surprise, c'est que plus les familles ont des revenus élevés, plus l'enfant a des chances de partir en vacances. On le voit hein, là sur le premier graphique en haut à gauche, ce sont vraiment les classes moyennes supérieures. D'ailleurs, ce sont les classes moyennes supérieures qui enregistrent des taux de départ en vacances les plus élevés, 76%. Ensuite, les familles à haut revenu à 73%. Si on les compare aux familles qui ont des bas revenus, elles sont seulement en 2023 pour les départs en vacances, 44% avoir envoyé leur enfant en vacances. On voit aussi le même constat au niveau des classes socio-professionnelles. Ce sont les enfants issus de parents cadres qui sont partis le plus souvent en vacances, 76%, contre 52% pour les enfants issus de parents ouvriers. Il y a aussi en fait le lieu de résidence qui influe sur le départ en vacances. On le voit, hein, ce sont vraiment aussi là les enfants qui résident au niveau de l'agglomération parisienne qui partent le plus souvent en vacances et de loin avec un taux porté à 81%. Comparativement aux enfants qui habitent dans des communes rurales, elles sont seulement 51% à être partis en vacances pour les enfants de ces territoires-là. Si on regarde maintenant au niveau des évolutions entre 2019, 2021 et 2023, ce qu'on observe, c'est que entre 2019 et 2023, ce sont les familles, enfin les enfants issus de classes, enfin issus de classes ouvrières et de bas revenus, où on enregistre une baisse des taux de départ. Donc non seulement ils sont les plus faibles à partir, mais en plus ils partent de moins en moins. On enregistre des taux de moins de 9 points de pourcentage entre 2019 et 2023 pour les enfants issus de parents ouvriers ou de bas revenus. Et idem aussi pour les enfants qui sont dans les milieux ruraux, qui vivent dans les milieux ruraux. On observe une baisse de 14 points de pourcentage entre 2019 et 2023. En revanche, ceux qui tirent leur épingle du panier, c'est les enfants qui sont issus de cadres de classe moyenne supérieure. Là, on enregistre des hausses de plus de 5 points pour les enfants issus de classe moyenne supérieure entre 2019 et 2023. Idem pour les enfants issus de cadres. Là, c'est plus 8 points de pourcentage. Par contre, je voudrais noter uniquement pour la strate au revenu. Alors, je le disais, c'est que là, on a une particularité, c'est que pour la classe au revenu, entre 2019 et 2023, pour eux, on constate une baisse
de taux de fréquentation de moins de 8 points de pourcentage. Et comme je le disais, pour les enfants issus de classes ouvriers, on enregistre aussi une baisse de fréquentation de moins de 8 points de pourcentage entre 2019 et 2023. Donc ça veut dire que si on prend les extrêmes sur les niveaux de revenus, comme tous les deux évoluent de la même proportion, on n'a pas d'écart qui se creuse. Plus ou moins c'est ce qu'on note, du moins. Et de même aussi, dans les évolutions notables qu'on a notées, ce sont aussi les enfants qui vivent donc qui résident à l'agglomération parisienne. Ils sont encore de plus en plus nombreux. Donc en 2023, ils étaient 80%, mais en 2019, ils étaient 71% à être partis en vacances. Idem pour ceux qui vivent dans des communes entre 20 000 et 99 000 habitants. Là, on enregistre une hausse de plus de 14 points de pourcentage entre 2019 et 2023. Voilà, là, c'était pour faire un petit constat sur les inégalités de départ en vacances. Et est-ce que, Aurore, tu peux peut-être venir sur peut-être la slide d'après sur les freins maintenant? Ouais, voilà. Les freins au départ. Donc, comme je le disais, cette enquête-là nous permet de questionner les parents qui n'envoient pas leur enfant en vacances. On les a questionnés sur deux réponses. Quelles sont les deux principales raisons pour lesquelles votre enfant n'est pas parti en vacances? Et comme le disait l'enquête aussi menée par la CAF, on a le manque de moyens financiers. Donc, pour 54% en 2023, c'était aussi, en 2019, c'était aussi le cas, la première raison. Mais non. Alors, en 2023, c'était 57%, donc quand même 3 points de plus qu'en 2019, qui était à 54%. En deuxième raison, on a que l'enfant préférait rester à la maison pour 27%. En troisième raison, on a vous ne pouviez pas partir en vacances avec votre enfant et c'est le mode de vacances que vous privilégiez. Donc, voilà. Peut-être à noter aussi, c'est qu'en 2019, la raison que l'enfant ne voulait pas partir en séjour collectif était notée en deuxième raison, alors qu'en 2023, maintenant, elle est notée en quatrième raison. Et ce qui sera intéressant de voir aussi, ce sera pour l'édition 2025, quelles sont en fait est-ce qu'il y a des variations en termes d'ordre, de motifs de non-départ entre les différentes éditions. Voilà, peut-être aussi pour caractériser peut-être un peu plus. Alors oui, ce qu'il faut noter, si je l'avais mis, c'est qu'il y a 20%. Là, on posait la question, vous avez le choix de choisir les deux principales raisons. Pour autant, on a quand même 20% des répondants qui ont coché une seule raison, qui est le motif financier. Et donc, si on veut avoir un petit panorama des enfants qui ne sont pas partis en vacances, qui sont-ils? Ce sont des enfants qui vivent dans des foyers à bas revenus, qui sont issus et qui vivent dans des territoires ruraux. Ça, c'est pour la raison financière. Pour ceux pour lesquels les parents ont coché que l'enfant préférait rester à la maison. Là, ce qui ressort, c'est de manière significative. Donc, à chaque fois, je vous ai mis les résultats significatifs qui ressortent. C'est plutôt des raisons portées par les garçons. Pour ceux, en fait, qui ont coché que c'était une impossibilité de partir, alors ça concerne plutôt des enfants âgés de moins de 11 ans et aussi également des jeunes inscrits dans une structure de loisirs collectifs au cours de l'année. Donc voilà, ça se posait des questions sur qui auraient pu expliquer le non-départ pour ce motif-là. Et aussi, pour le refus de partir en séjour collectif, ça concerne plutôt les classes moyennes supérieures. Voilà. Je pense que là, je vous ai dressé les principaux résultats qu'on a sur le volet des vacances. Encore une fois, on a d'autres données sur les séjours collectifs ou les accueils de loisirs sans hébergement. Vous pouvez consulter ces données sur ces deux bulletins qu'on a mis, qui sont en ligne sur notre site internet avec un 4 pages synthétique. Et comme je le disais, le 4 juin, nous allons faire un webinaire pour vous présenter les résultats sur l'année 2025. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, on a toutes les informations sur notre site internet. Et aussi, ce qui va sortir là, courant juin, si vous êtes d'ailleurs intéressé, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Mais on a terminé un rapport très, très, très détaillé sur qui sont les familles et les enfants
qui pratiquent des loisirs collectifs, qui partent en séjour collectif. On a regardé un peu l'articulation entre ceux qui cumulent des séjours collectifs et ceux qui cumulent des loisirs collectifs durant leur temps libre. Et tout ça au prisme des caractéristiques sociales, familiales, économiques, territoriales. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à un newsletter voilà, pour être informé de sa parution. Voilà pour moi. J'ai fait Et court parce que je sais que le temps est compté, mais merci voilà, beaucoup, si vous avez des Lydia. questions, Alors, je sais n'hésitez pas pas. s'il y a des questions, mais on les garde dans le chat et tu Ok. peux voilà y répondre bien évidemment. Merci beaucoup pour toutes ces données. Donc, du coup, tu nous donnes rendez-vous clairement le 15 juin à 16 heures pour nous délivrer les données 2025 du baromètre. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. Lydia pourra y répondre. Et donc, du coup, en pratique, quelques illustrations finalement de comment ça se passe. Damien, je te laisse peut-être nous présenter, nous en dire un peu plus sur nos intervenants. Eh bien oui, alors c'est vrai qu'on court un tout petit peu après le temps, donc peut-être que l'horaire de 16 heures sur lequel on avait communiqué en partie, on le dépassera un peu, mais on espère que vous continuerez de nous suivre parce qu'on voit que le sujet, en fait, sous son angle peut-être assez simple qu'il paraît, en fait, brasse des questions assez larges, transversales, et donc voilà, malgré la synthèse de nos acteurs, eh bien effectivement, on a besoin du coup d'avancer. Euh, du coup, on a aujourd'hui des témoins qui viennent nous parler. Excusez-moi, j'ai eu un peu de visite. On a des témoins qui viennent nous parler. On va laisser la parole à une enfant et je vous propose qu'on commence par ça parce qu'en fait, en s'interrogeant sur le départ des enfants en vacances, ça nous paraissait chouette de laisser la parole à un enfant. Et alors, l'enfant ne peut pas être là. Scolarité, du coup, oblige et anonymat aussi oblige. Donc, on va lui laisser la parole. On laissera aussi la parole tout à l'heure dans la foulée à Myriam. Myriam qui est bénévole au Secours catholique et qui va nous dire finalement, du point de vue de son engagement de bénévole en compagnonnage avec des familles, comment un peu tout ça résonne et comment elle perçoit en tout cas le sujet des vacances de son point de vue. Et on terminera cette illustration de pratique par Laurence Laval de l'UCPA qui se présentera un peu plus longuement et qui nous dira un peu finalement dans une structure comme l'UCPA qui n'est pas une petite maison, comment en fait ces enjeux résonnent et comment les enjeux du départ en vacances pour les enfants s'organisent en tout cas. Et je te laisse prendre la main pour nous donner le témoignage de cette jeune fille. C'est ça. Alors, il y a un petit point pratique de technique. T'as pas dû partager le volume. Bonjour, je m'appelle Anya, j'ai 13 ans, je suis en quatrième et j'aime bien faire du sport. On t'entend pas, le micro est coupé. Bonjour, alors c'était super, ça s'est trop bien passé. En plus, il y avait du soleil tout le séjour, du coup c'était bien. En plus, il y avait des piscines dans le camping et il y avait un lac pas très loin. Et dans le lac, il y avait plein d'activités aquatiques et du coup, on a passé plusieurs jours là-bas. Euh, Par contre, juste, il faisait chaud dans les bungalows la nuit. Pour moi, quand on part en vacances, le plus important, c'est que on part dans un endroit qu'on a envie de découvrir et qu'on a envie de passer du temps là-bas.
Oui, je suis déjà allée. Et bah, ce qui est bien, c'est de passer du temps ensemble et de faire les activités en famille. Alors, moi, je pense que c'est bien de partir en vacances parce que ça permet de, de changer, d'aller dans un nouveau endroit, visiter un autre pays, peut-être une autre ville, de découvrir des nouveaux plats, des nouveaux paysages. Et moi, je pense que bah, c'est important pour les enfants de partir en vacances, même si c'est pour une petite durée et même si c'est pas forcément dans un autre pays, peut-être juste une autre ville ou sortir, bah, je pense que ça change les vacances, quoi. Bon, voilà, vous avez entendu cette première prise de parole. Il y avait un petit défi technique pour garantir l'anonymat du coup de cette jeune qui a bien voulu nous livrer un peu son point de vue. Ania qui est partie en famille, du coup, avec ses parents et qui redit à quel point, notamment, passer du temps avec ses parents est quelque chose qui lui a fait du bien. Mais peut-être assez directement, je vais laisser la parole à Myriam. Myriam Reynaud, qui est bénévole du coup au Secours catholique et qui a une longue expérience en tout cas d'accompagnement de séjours de vacances. Alors Myriam, je te laisse la parole pour que tu nous partages assez rapidement Et ton expérience. Merci beaucoup. Donc les vacances pour une équipe du bassin d'Arcachon, c'est une priorité depuis maintenant 4 ou 5 ans. À la fois les vacances en famille et puis les vacances des jeunes via notre partenariat avec l'UCPA. Moi, je vais témoigner plutôt pour à la fois les leviers et puis les freins du départ en vacances pour les jeunes. Parce que ce qui me frappe, c'est effectivement les peurs qu'on peut entendre dans le discours des familles. En particulier, alors je dirais il y a deux types de discours. Il y a le discours «Oh non, 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 mon enfant il peut pas partir, c'est pas possible, il est trop jeune, c'est pas possible. Dès qu'il prend le bus pour aller quelque part, j'ai très peur.» Donc ça, c'est un discours qu'on entend beaucoup, donc un discours lié à la difficulté de la séparation parents-enfants. Et ça, nous l'entendons beaucoup, beaucoup dans les familles mono, hein, dans les familles des mamans solo. Et puis la peur aussi par rapport à tout ce qui se passe, qui peut se passer dans un centre de vacances et qui normalement ne devrait pas se passer, on va dire. Et là, je dois dire que toutes les couvertures médiatiques avec ce qui se passe en ce moment avec la mairie de Paris dans les CLSH, là, c'est pas du tout bon. Voilà. Donc il y a toujours cette peur, qu'est-ce qui va arriver à mon enfant et qu'est-ce qu'on va lui faire, etc., etc. Voilà. Donc nous, on travaille beaucoup sur faire témoigner les gamins qui sont partis en vacances parce qu'on trouve que c'est important. Et l'an prochain, d'ailleurs, on a prévu en septembre-octobre, enfin cette année, en septembre-octobre, de faire un goûter au niveau des enfants, avec à la fois les jeunes qui seront partis en camp et puis des jeunes qui ne seraient pas partis en camp, pour que ceux qui sont partis puissent témoigner des bienfaits, puisque quand les enfants arrivent à partir, ce qu'on entend, c'est effectivement un peu ce qu'a dit cette jeune, hein, c'est-à-dire que vraiment ça change la vie. Moi, j'ai beaucoup entendu des familles dire ah, mais ma fille ou mon fils, ah, ben il continue à communiquer via les réseaux sociaux avec les copains qui s'est fait au camp UCPA de l'été dernier, etc. Voilà, donc tout ce qui touche aussi l'autonomie du jeune, bien sûr, hein, ça a été dit, mais c'est une évidence. Voilà. Moi, ce que je fais en particulier au niveau de l'accompagnement, comme j'ai eu effectivement, j'ai été directrice de centre de vacances et j'ai été directrice de stage BAFA, donc effectivement, j'explique aux familles qu'est-ce que c'est qu'un centre de vacances. Je dis qu'il y a un projet pédagogique, que c'est réfléchi, qu'il y a un travail d'équipe, etc., etc., pour déconstruire un peu les représentations négatives et pour faire bouger un peu ces peurs. Voilà. Mais moi,
je trouve que c'est vraiment dans les familles solo. Pour ça que j'avais envie de dire à Lydia, dans le prochain dans le prochain questionnaire, mettez, je n'ai pas envie que mon enfant parte en vacances ou j'ai peur que mon enfant parte en vacances parce que c'est vraiment une réalité, ça. Hein, voilà. Même si, comme je le dis, je le vois surtout chez des mamans solo parce que nous, on a accompagné deux ou trois papas solo et chez eux, jusqu'à maintenant, en tout cas, on ne percevait pas cette peur. Voilà. Donc après, ce qui joue beaucoup dans notre accompagnement, c'est le type de relation qu'on instaure avec les familles, puisque on a une relation qui est de type fraternel, c'est-à-dire que même les gens qui sont en difficulté, dans la galère, en grande précarité, on les regarde pas en tant que porteurs de précarité, mais on les regarde en tant que porteurs de qualité autre, en tout cas. Et du coup, il y a beaucoup de familles qui témoignent aux autres familles, qui effectivement quand on fait un barbecue entre familles ou quand on fait un atelier, je sais pas moi, création de bijoux, etc. Elles discutent entre elles, les familles, et ça aide beaucoup à lever des freins aussi. Parce que des familles qui vont se sentir en confiance, à la fois avec les bénévoles, mais aussi avec d'autres familles, vont pouvoir lâcher certaines attitudes qu'elles ont, parce qu'elles voient que ces attitudes ne sont pas chez les familles avec qui elles sont. Et ça, c'est non négligeable. Tac, tac. Voilà ce que je peux te dire comme ça en rapide parce qu'il est déjà 16 heures. Voilà. Ok, ben merci beaucoup Myriam du coup de cette expérience partagée. On voit que s'appuyer aussi sur les savoir-faire, les compétences des familles, en tout cas dans ce que tu nous dis là, c'est quelque chose qui est marquant. En tout cas, merci, ça fera écho et peut-être que dans la parole qu'on libérera du coup tout à l'heure sur les expériences, des questions arriveront. En tout cas, n'hésitez pas sur le chat si vous voulez interroger Myriam. On va peut-être laisser la parole maintenant du coup à Laurence Laval pour l'UCPA que nous avons évoqué. Et donc, ça permet de remercier Laurence d'avoir pris du temps avec nous. Laurence est directrice de la solidarité et de la jeunesse au sein de l'UCPA. Bienvenue à toi, Laurence. Et ben voilà, comment un peu tout ça résonne dans cet organisme. On te laisse un peu la parole pour nous partager un peu cette illustration de pratique à ton niveau. Bonjour à tous, ravi d'être en échange avec vous, ravi de vous rencontrer. J'ai beaucoup apprécié, Myriam, votre témoignage qui illustre parfaitement le partenariat avec l'UCPA, c'est plutôt chouette. Je vais essayer d'être rapide, je suis un peu gênée là, comme il est déjà 16 heures, on abuse collectivement de votre temps, donc je vous propose de vous apporter un modeste témoignage de l'UCPA sur comment finalement à l'UCPA on traite les questions d'accès aux vacances, de droit aux vacances des enfants. Alors pour le coup, nous on va être sur les séjours des enfants sans leurs parents. Voilà, je vous propose de passer à la slide suivante, peut-être commencer par vous dire quelques mots sur l'UCPA. Souvent, les gens ne le savent pas parce qu'on est une grosse association, mais aujourd'hui, l'UCPA, c'est un groupe associatif engagé depuis 60 ans. On a fêté nos 60 ans l'an passé sur les questions d'accès de tous aux vacances et au sport. Donc, on nous connaît surtout sur notre métier historique, hein, l'organisation de séjours sportifs pour les enfants, les jeunes, mais on est aussi sur les loisirs sportifs de proximité, en délégation de services publics, de nombreux équipements sportifs sur l'ensemble du territoire. Et on est aussi un institut de formation au métier du sport et de l'animation. Je vous en parle parce que c'est complémentaire, les sujets s'opposent pas et sont vraiment complémentaires. On propose des activités qui sont inférieures aux tarifs de ceux du marché, parce que le modèle de l'UCPA, il est non lucratif. On n'a pas d'actionnaire à l'UCPA, on est plutôt sur des échelles de rémunération qui sont en deçà également du marché. Et on est partenaire des politiques publiques nationales et territoriales, tout en étant indépendant vis-à-vis des financements publics. Et l'UCPA, c'est aussi une fédération sportive qui est agréée ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. La boussole, en fait, des équipes qui sont sur le terrain, c'est notre projet éducatif et sportif
Je trouve que ça résonne pas mal avec tout ce qui s'est dit précédemment. Donc, notre projet, il est structuré en 4 axes. Développer l'autonomie des jeunes, des enfants qu'on accueille, travailler sur le collectif, partager en commun. À l'UCPA, tout est organisé en collectif, du transport, de l'hébergement, de l'organisation des activités, et c'est ça qui nous anime. À l'UCPA, on cherche à prendre soin de chacun, à faire en sorte que tous les enfants et tous les jeunes qu'on accueille soient accueillis de manière personnalisée, et que chacun apprenne à être dans le respect des autres et du collectif. Et enfin, on a un axe ciblé sur agir avec la nature, donc là au sens où, comme on est essentiellement sur des activités sportives de plein air, ça permet de sensibiliser à l'environnement et une connexion avec la nature qui est vraiment intéressante à travailler avec les enfants qu'on accueille. Je vous laisse donc vous dire que l'UCPA porte un projet d'accessibilité historique, hein, qui date de notre création dans les années 60. Mais on est aussi par ailleurs très mobilisé sur les questions d'inclusion par la pratique sportive, par l'accès aux vacances, au travers d'un projet d'engagement qu'on a actualisé en fin d'année dernière. Donc on a structuré un projet de solidarité globale, hein, avec 4 axes, 4 parcours. Donc, on travaille sur les questions de prévention et d'éducation par le sport. On travaille sur les questions de lien social et de vivre ensemble par le sport et les vacances. On travaille sur les questions d'insertion et d'emploi dans le champ du sport, mais pas que. Et on travaille aussi sur les questions de santé, de bien-être et de reconstruction. Et l'idée, au travers de la co-construction d'un certain nombre de partenariats, c'est d'accompagner les jeunes dans leur parcours en fonction de leurs besoins, et d'éviter de mettre qui que ce soit dans des cases. Je propose de passer. Donc, j'avais mis un lien. Vous voyez la couverture du document, là, Agir ensemble pour l'inclusion. Je pense que vous aurez l'accès à la présentation globale et le lien en cliquant sur le document si vous voulez plus de détails. Sur nos points d'appui, nos convictions, ça a été évoqué, hein, depuis le début de nos échanges. On considère à l'UCPA que l'accès aux activités sportives, aux loisirs et aux vacances est un besoin essentiel, que le sport est un support pédagogique utile et de plus en plus reconnu pour accompagner les enfants et les adolescents en situation de fragilité. On est dans une logique de partenariat et de co-construction systématique avec un certain nombre d'acteurs. Je pense au Secours catholique, parce que je vois Myriam et Damien dans mon champ visuel, mais on est aussi partenaire de tout un tas d'autres acteurs associatifs, caritatifs, pour travailler sur ces questions. On considère aussi que tous nos centres sont accessibles à tous les publics. Ça, je pense que c'est une question essentielle à l'UCPA. Même si on a vu avec la présentation de Lovelace que l'accès aux vacances, il est quand même lié en partie aux catégories socio-professionnelles des parents, des enfants et des jeunes qu'on nous adresse. Mais cela dit, il y a tout un tas d'actions qui permettent de travailler sur l'accessibilité et de faire en sorte qu'au travers d'un séjour, au travers d'une pratique sportive, les publics se rencontrent, quels que soient leurs horizons socio-professionnels. On cherche aussi à s'adapter et à mobiliser les dispositifs nationaux, ou à se mobiliser dans le cadre de ces dispositifs. On en a parlé, je pense notamment aux colos apprenantes et au SNU, les séjours de cohésion du SNU. C'est 2 dispositifs sur lesquels on s'est énormément mobilisé et qui ont disparu, qui disparaissent cette année. Quelques chiffres, en 2025 à l'UCPA, on a accueilli 119 000 mineurs, principalement sur les temps de vacances, mais pas que, hein. On accueille aussi beaucoup de scolaires en classe transplantée. Donc c'est 46% des effectifs accueillis par l'UCPA en 2025. On considère que 70% de ces publics sont aidés, alors non pas par des aides ou des tarifs consentis par l'UCPA, mais par les deux en fait.
parce que dans tous ces cas-là, pour ces 70% de bénéficiaires, on a un comité d'entreprise ou un établissement scolaire ou une collectivité ou un club sportif. Il y a aussi les chèques vacances ou le passe colo qui viennent finalement resolvabiliser les familles pour favoriser le départ en vacances des jeunes. Et sur ces 70%, seulement 5%, soit quand même 6 000 mineurs, relèvent du périmètre de ce qu'on appelle à l'UCPA de nos programmes de solidarité, donc au travers des colos apprenantes, du SNU et d'autres partenariats solidaires. Et effectivement, si on prend simplement les colos apprenantes et le SNU, c'est 3 000 mineurs qui en ont bénéficié en 2025. Donc voilà, une accessibilité finalement à deux niveaux, une accessibilité un peu globale où on voit bien que s'il n'y a pas un acteur, je pense notamment aux comités d'entreprise et aux collectivités, pour cofinancer les séjours, c'est très compliqué parce que le coût de production d'une colo aujourd'hui, il est quand même très coûteux, hein. Je pense il y a d'autres opérateurs dans le tour de table et pourront partager ce point de vue. Et concernant l'accessibilité des publics les plus en situation de précarité, effectivement, s'il n'y a pas des aides mobilisables et des dispositifs ambitieux portés au plan national, il ne se passe pas grand-chose et c'est pas très lisible. Quelques mots sur la mesure d'impact éducatif et social. Donc, vous dire que régulièrement à l'UCPA et de manière systématique, on interroge les familles et les enfants et jeunes qui sont partis sur un certain nombre de points. Donc là, vous avez, je ne sais pas si vous le lisez, si c'est très net, mais sur les questions qu'on pose aux familles, ce séjour a remboursé les passions de mon enfant ou a fait naître de nouvelles passions. Donc, on a 64% des familles qui répondent d'accord ou tout à fait d'accord hein, avec cette idée. Mon enfant a créé de nouvelles amitiés et s'est senti particulièrement à l'aise dans le groupe d'enfants. Donc là, on est à 88% de réponses positives à très positives. Ce séjour a un impact positif sur le bien-être de mon enfant et a renforcé sa confiance. Là, on est à 80% de réponses positives. Et enfin, mon enfant s'est déconnecté de sa vie quotidienne et a apprécié de changer d'environnement. Là, on est à 92% de réponses positives. Donc, ça montre bien, pour recouper ce qui a été dit précédemment, au-delà du droit à l'accès aux vacances pour tous, euh, ça pose bien quand même les questions d'impact éducatif sur les jeunes qui participent à des séjours collectifs de vacances. Euh, Après, sur les points clés qui sont mis en avant par les familles, il y a la question de l'accompagnement pour favoriser l'intégration de l'enfant en groupe, la cohésion de groupe, les questions d'ambiance et le relationnel avec les animateurs, mais aussi la vie en communauté, exemple le partage des tâches sur lesquelles on travaille avec les jeunes et qui sont importants pour les familles. Les principaux défis du collectif vus par les parents, l'omniprésence des téléphones portables, empêchant la socialisation, les temps de transition entre activités, un manque d'énergie collective, notamment, on rencontre ce sujet de l'énergie, manque d'énergie chez les ados, mais pas que. Et ensuite, il y a la question de la gestion des éléments perturbateurs pour un climat sain, mais bon, encore une fois, c'est pas systématique. Ça peut arriver effectivement qu'on ait des enfants qui sont un peu plus compliqués à gérer que d'autres. Je pense que je suis déjà beaucoup trop longue. Mais c'est très Petit focus intéressant. sur, un petit focus sur les questions de santé mentale chez les jeunes. Donc, effectivement, on a constaté, comme d'autres opérateurs, et puis en témoigne le fait que la grande cause nationale ait été en 2025 la question de la santé mentale, et que cette grande cause nationale soit reconduite en 2026. Donc,
on partage tous ce constat des problématiques, des situations de souffrance rencontrées chez les ados notamment, et on le vit sur nos séjours. Et on avait lancé en 2024 une petite enquête auprès de nos directeurs de séjour qui nous avait fait remonter tout un tas de problématiques liées à la santé mentale, notamment des ados. Et on avait des équipes qui se sentaient pas suffisamment outillées pour gérer ces situations. Donc, on a nommé un référent santé mentale. On a commencé à mettre en place des formations. On a travaillé sur la création d'un kit santé mentale qui va être déployé là à l'été 2026. On a créé aussi des modules en e-learning pour lever les tabous et donner des repères concrets aux animateurs. On a travaillé sur des fiches pratiques qui recensent les situations psychiques les plus fréquemment rencontrées, troubles du comportement alimentaire, isolement, problématiques de mutilation aussi chez les ados. Donc voilà, après ça règle pas tous les sujets, mais l'UCPA n'est malheureusement pas en dehors de la société. Et cette question de la santé mentale, on la vit au quotidien sur nos séjours. Et voilà, on est en train de se doter d'outils. Et le référent santé mentale permet d'accompagner les situations les plus graves, en fait. Quelques mots pour terminer sur un exemple concret. Donc on s'est doté depuis des années à l'UCPA d'une cellule vacances solidarité qui permet d'accompagner en fait toutes les demandes émanant de structures spécialisées, donc sur des publics mineurs relevant de problématiques sociales, de santé ou de handicap. Donc on accompagne toutes ces demandes pour faire en sorte que les jeunes puissent bénéficier d'une attention particulière de la part de nos équipes. Et puis peut-être avoir le maximum d'informations sur les jeunes pour leur permettre de vivre un séjour en collectif de la meilleure manière qu'il soit. Et donc, on a développé un certain nombre de partenariats aussi en parallèle avec des organisations caritatives, notamment avec le Secours catholique. Donc là, il y a 250 places qui ont été allouées au Secours catholique, financées par le Secours catholique dans le cadre d'une programmation solidaire proposée par l'UCPA à Prix-Couton. Donc avec des stages d'une semaine, des séjours sportifs d'une semaine, avec un transport en car inclus de différentes villes, au départ de différentes villes de métropole. Ce partenariat, il se déploie, il est plébiscité, on a des super retours et je voulais saluer l'importante mobilisation du réseau de bénévoles du Secours catholique qui accompagne les familles pour le départ de ces jeunes en vacances parce que il ne suffirait pas de proposer une offre de séjour pour que les familles s'en emparent, hein. Il y a un important travail qui est fait par Damien et son équipe au niveau du siège et par des acteurs comme Myriam pour faire en sorte qu'au final, les jeunes bénéficient de ces séjours. On parlait tout à l'heure je perds le fil, on parlait de la mobilisation finalement des dispositifs de droit commun. Mais même quand on crée des partenariats dédiés, bah, s'il n'y a pas des travailleurs sociaux, des bénévoles pour accompagner ces projets, bah, il ne se passe rien, notamment pour rassurer les familles sur le fait que sur l'impact d'un séjour éducatif pour leurs enfants. Voilà. Donc des témoignages toujours très positifs des familles, des bénévoles. C'est un vrai plaisir de lire les enquêtes de satisfaction sur lesquelles on travaille avec les équipes du Secours catholique. Et puis, je crois que j'ai fini. Merci beaucoup, Laurence, en Merci tout à cas vous. pour ce témoignage. Il y aura peut-être en tout cas des réactions sur le chat. En tout cas, c'est très riche parce que ça vient vraiment à la croisée de tout ce qu'on a pu échanger du coup pendant ce webinaire, notamment le fait que des politiques publiques existent, c'est quand même fondamental pour faire lever des freins financiers. Mais du coup, à travers ton exemple et puis la parole de Myriam précédemment, on voit en fait que les freins financiers ne sont pas les seuls et que en fait derrière, il y a des enjeux d'accompagnement qui sont forts
d'accord pour pouvoir rendre effectif ces départs. Donc il y a un enjeu de droit, d'ouverture de droit, mais il y a un enjeu de rendre effectif du coup ces départs. Et c'est là où il y a un certain nombre de moyens d'accompagnement qui sont nécessaires, qui ne reposent pas que sur des professionnels, sur lesquels les professionnels sont effectivement très importants. Ça remonte à une question qui était évoquée dans le chat un peu précédemment sur l'engorgement un peu des travailleurs sociaux peut-être et leur capacité à pouvoir accompagner ce type de projet là où souvent d'autres urgences sont identifiées. Et en fait, on est en train de, notamment à travers la fin de ton témoignage, Laurence, sur les enjeux de santé mentale, de voir à quel point finalement, à travers quelque chose qui paraît un peu accessoire, on touche concrètement à des enjeux assez globaux. Sur ce sujet, en tout cas des départs des enfants, et voilà, d'enjeux plus globaux comme la santé mentale, entre autres. Mais si on avait un peu plus de temps, on pourrait peut-être en découvrir un peu d'autres. Il y a peut-être une réaction de Franck Dubois dans le chat, donc qui fait partie de notre collectif et qui pointe aussi à travers ton témoignage l'intérêt de la mixité sociale que tu as relevé, et en disant qu'il y a peut-être aussi dans nos départs collectifs, aujourd'hui, dans ces séjours collectifs de mineurs, à avoir cette attention en tout cas, à garder cette mixité sociale et à ne pas finalement reproduire au sein des séjours collectifs des classifications ou en tout cas des groupements sociaux en tout cas qui existent déjà par ailleurs du coup dans la société. Donc de faire que ces colos soient de vrais espaces de mixité, de vrais espaces de rencontre pour apprendre à vivre ensemble. Il y a un enjeu qui est fort là, qui a été entre autres soulevé à travers ce témoignage. Aurore, est-ce qu'on a peut-être d'autres points ou interrogations qui étaient... On n'a plus d'autres questions qui arrivent et donc du coup, je vous propose de glisser sûrement mais sûrement vers la clôture, tout en remerciant nos intervenantes de la CNAF qui ont dû déjà quitter cette séquence. Donc on les remercie grandement. Et donc on vous propose de reprendre le WooClap que vous aviez au démarrage pour du coup nous partager et clôturer finalement ensemble. Donc, je vous ai remis là le lien, si vous l'avez plus, de scan du QR code. Finalement, nous partager j'allais dire, vos attentes en termes de plaidoyer, enfin, en tout cas, quel levier on pourrait mobiliser en termes de plaidoyer. Je vous mets la question identifier les enjeux de plaidoyer et les sujets qui émergent de l'échange et dont le collectif pourrait se saisir pour y travailler. Voilà, donc le sujet est vaste, mais en même temps précieux pour nous. La réassurance. Alors, c'est pas un nuage de mots cette fois. Alors, vous pouvez, du coup, on est sur les Aurore, phrases clés. Oui, excusez-moi, vous pouvez remettre le QR code, s'il mais vous plaît? bien sûr. Hop, voilà. Merci. Que c'est bon, vous me dites. C'est bon, merci. Hop. euh, Alors, on a la question de l'accessibilité, la question du guichet unique. Peut-être pour préciser que la question sur le guichet unique, c'est un des éléments qui est au travail avec le comité de filière animation, comité de filière animation qui avait été mis en place à la sortie du Covid et sous l'égide de Sarah El Haïry, à l'époque secrétaire d'État à la jeunesse. C'est un vrai sujet puisqu'on voit bien la disparité finalement de là où on peut trouver les aides au départ en vacances. Mais le portail est un des éléments de réponse aujourd'hui qui a été présenté par la CNAF. Une plus forte politique publique d'aide au départ, démontant une ordre de priorité des aides, des échanges, de l'impact, des enjeux financiers des aides de dispositifs. Communiquer fortement sur les aspects positifs des vacances collectives des enfants pour contrebalancer les effets dévastateurs actuels. Alors du coup, ça me permet de vous dire que avec un collectif d'organisateurs et de nous sommes en train de préparer donc avec, je pense, l'UNAT, avec Réseau Colo, l'UNOCEL, l'OFI, on est en train nous avons commandé
un sondage IFOP pour justement communiquer de manière positive à l'occasion des 150 ans d'écolo, puisque cette année nous fêtons les 150 ans d'écolo, sur les séjours collectifs. Donc, ils viendront aussi compléter les éléments que viendra présenter le Lovlège à la veille de l'été. On espère qu'à la veille des grandes vacances, nous aurons des communications positives sur le départ en vacances des enfants. Alors, hop, on a plein de choses qui arrivent. Plus de communication près des jeunes sur l'accès au loisir et les colos. Donner la parole aux familles. Mobiliser, rechercher des bénévoles pour accompagner et aider à partir en vacances, des projets enthousiasmants. Réflexion sur les possibilités de mutualisation. Convaincre enfants et familles. Accompagner et soutenir les familles. Hop, ça va vite. Alors, du coup, j'ai du mal à. C'est comme ça bouge. Un document récapitulatif en une page avec conditions, accès et montant. Je rappelle que, et on peut peut-être le remettre dans le chat, le portail qui a été fait par l'ANCV. Je ne sais pas si Damien, tu as la possibilité de nous le mettre dans le chat, mais en tout cas, Oui. c'est, j'allais dire, une première entrée, notamment pour les bénévoles et les professionnels, pour avoir un peu pouvoir identifier toutes les aides disponibles. Alors, aides publiques, euh, parfois il existe effectivement l'aide du CSE, l'aide de la collectivité, mais le portail ne pouvait pas aller à ce point de précision. Droit aux vacances pour tous, nécessité de se faire partir en vacances et communiquer sur les bienfaits de ces ressourcements de pause pour les familles et enfants. Ne vous inquiétez pas si c'est coupé et besoin de bénévoles. Hop. Ah bah ça a coupé. Hop, voilà, excusez-moi. Euh, je crois que je vous ai tout dit. Hop, pour favoriser le bien-être et la santé mentale des jeunes, enjeux de prévention contre l'isolement, l'épuisement parental, plus de comme sur le BAFA et le plaisir, c'est que d'encadrer les vacances avec des enfants et des jeunes, de l'inclusion et rassurer les parents dans l'encadrement. Merci à tous pour votre participation parce que vos éléments vont nous être précieux pour pouvoir rebondir à la suite de ce webinaire, pour aussi continuer à alimenter les travaux du comité, du collectif vacances qu'on représente aujourd'hui, puisque l'idée c'est bien de rendre les vacances accessibles à tous. Voilà. Damien, je ne sais pas si tu veux compléter, si tu as Oui, pu non. mettre le chat. Alors j'ai essayé, du coup j'avais un petit bug, moi ça commence à planter. Du coup, ah ben non, je m'associe à tes remerciements, un grand merci. On est conscient que ce sujet il amènerait peut-être à pouvoir continuer parce que sous plein d'autres angles, en tout cas, on sent de l'intérêt de la part de la grande diversité d'acteurs. On voit bien que la complexité aussi de ce sujet, elle est aussi dans le fait qu'elle brasse des acteurs très très différents et elle s'appuie sur des politiques publiques qui sont aussi très très différentes. Donc il y a pour nous un enjeu justement de se parler entre réseaux différents, d'identifier des points sur lesquels on aurait des pertinences du coup à agir ensemble. Et du coup, ben, voilà, on souhaite, en tout cas, si vous avez des remarques ou des questions ou des interpellations, du coup, qui pourraient donner une suite à ce webinaire, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Et en tout cas, un très grand merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. Et puis merci peut-être particulier à nos intervenants qui voilà qui se sont mobilisés du coup de la CNAF à Lovlège, Laurence avec l'UCPA, Myriam depuis le bassin d'Arcachon qui nous a fait un peu rêver. On n'a pas beaucoup parlé de comment les vacances arrivent à impliquer des familles elles-mêmes et comment elles se rendent actrices aussi pour permettre à d'autres de partir en vacances parce que c'est très enthousiasmant. Et puis je transmettrai aussi vos retours à cette jeune qui nous a partagé sa parole de façon anonyme mais sur le fait que les vacances, c'est important quand on a 13 ans. Voilà, mais merci à tout le monde. Merci Aurore pour la Merci beaucoup. co-animation. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonne journée, au revoir.